Voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité pour nos conférences du lundi. Alors aujourd'hui, nous allons, dans le cadre d'ailleurs d'un partenariat avec l'Agence nationale de la recherche et d'un dispositif qui s'intitule « Science avec et pour la société », nous allons nous intéresser à un sujet qui fait parfois parler de lui. Notamment, si je vous évoque Lamarck, Darwin, vous allez comprendre tout de suite. Mais si je vous dis par exemple d'Allinger, ce sera peut-être moins évident, mais pourtant c'est en relation, je pense, avec notre invité du jour. Donc l'évolution, on considère que c'est un concept au départ théorique qui va évoluer en fonction de leur milieu naturel et de la durée, et qui, dit-on, va nous permettre de percer un peu les secrets de notre évolution à tous, de l'évolution des espèces. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a certains qui décrivent un peu ce qui a été dit. Mais nous, on va le voir sous un autre rapport, c'est-à-dire le rapport à la recherche, puisque depuis quelques années déjà, on parle d'évolution expérimentale. Il s'agit donc d'être en laboratoire et de pouvoir s'intéresser, alors non pas à toutes les espèces, parce que ce serait bien compliqué, mais on va s'intéresser à des espèces dont les caractères évoluent assez rapidement. Donc on va parler de bactéries, de virus et d'autres insectes et autres qui servent de tests en laboratoire pour voir en temps et en milieu naturel, bien sûr dans des milieux fortement contrôlés, comment tout cela peut évoluer. Et on a trouvé sympa, pour vous parler de tout ça, de inviter aujourd'hui Alexandre Smirnov. Alors, Alexandre, vous le sentez un peu avec l'intonation de son nom, il nous vient initialement de Russie, où il a étudié la biologie à l'Université d'État de Moscou. Il a d'ailleurs été aussi médaille d'or en 2006. Et puis, il a finalement rejoint Strasbourg, quelque part, pour faire une thèse d'État entre Moscou et Strasbourg, toujours dans ce domaine qui lui est cher de la biologie, pour finalement passer ensuite un petit peu de temps à Würzburg en Allemagne, et puis revenir en 2014 à Strasbourg dans une unité de recherche qui s'intitule Génétique moléculaire, génomie et microbiologie. Et c'est à partir de là qu'il va continuer à travailler sur Strasbourg pour rejoindre en 2017 le CNRS et faire les recherches actuelles qu'il mène avec son équipe, m'a-t-il dit, d'à peu près une dizaine de personnes sur ce domaine fort passionnant et que j'espère il va nous faire un petit peu plus connaître et nous passionner aussi. Voilà, je laisse donc la parole à Alexandre Smirnov et bien sûr, comme de coutume, vous avez droit à poser des questions en l'issue de cette conférence. Bonne conférence, merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de présenter ce sujet passionnant, comme vous avez dit, dans ces murs, dans ce cadre somptueux. Je vais parler de l'évolution dans un aspect un peu inhabituel, parce qu'il s'agit de l'évolution au laboratoire. Et avant de commencer, peut-être ça vaut le coup de mesurer un peu la température et de voir qu'est-ce que c'est l'évolution selon la vue grand public. Donc je pourrais vous demander directement ce que vous en pensez quand vous entendez l'évolution. Pour un peu charcuter ça, je vais montrer autre chose. Donc une petite expérience que je fais de temps en temps, en fait, je rentre dans le moteur de recherche évolution et je regarde les premières images qui sortent pour un peu voir où nous sommes au niveau des intérêts du public dans chaque sujet. Donc ça, c'est les 12 premières images qui sortent quand je tape l'évolution. Et comme vous voyez, c'est assez centré sur l'homme. Oui, c'est toujours comme ça, mais il y a quand même du progrès. Là, vous voyez 3 arbres déjà qui évoquent la diversité de la vie en son entièreté. Et ça, c'est un bon signe parce qu'encore il y a 2 ans, quand j'ai fait la même expérience, il n'y avait que ça. Donc que l'homme intéressait les gens dans le sens évolutionnaire. Donc aujourd'hui, on va parler plus peut-être de ça. Vous voyez, il y a pas mal de controverses là-dessus.
Voilà. Donc, c'est un sujet qui est quand même controversé parce que je pense qu'il est souvent mal compris. Et vous voyez qu'en fait, il est beaucoup plus simple qu'il ne paraît. Après, j'ai relevé un certain nombre de clichés sur l'évolution que vous pouvez voir là. Donc, seulement on dit que l'évolution, c'est un changement graduel des formes, où l'évolution concerne tous les êtres vivants. C'est un peu comme l'histoire naturelle de la vie sur la Terre. On regarde à nouveau cet arbre. C'est quand une espèce se transforme dans une autre espèce. C'est une complexification graduelle de l'organisation. Ça aussi, on entend souvent. Et finalement, c'est une théorie gratuite, discutable, car basée sur des données rétrospectives et indirectes. Donc, que des observations, rien ne peut être prouvé. C'est une théorie, donc, gratuite. Donc, je vais essayer de combattre la dernière opinion en vous montrant du concret qui vient du labo. Et pour ça, nous allons peut-être regarder qu'est-ce que l'évolution du point de vue d'un scientifique. Et si on essaie de donner une définition courte, ça serait quelque chose de ce genre. L'évolution est un changement héréditaire de caractère au niveau d'une population. Ça peut sembler un peu brouillard, mais vous verrez que tout est très logique et complet ici. Donc, tout d'abord, c'est un changement. Là, on est bien d'accord. C'est un changement héréditaire parce que tout ce qui concerne l'évolution doit se passer au niveau de l'ADN. Donc, tout d'abord, nous avons un changement dans l'ADN, ce qu'on appelle communément une mutation. Et cette mutation doit être transmise à la progéniture. Ces deux conditions sont vraiment nécessaires. Et les mutations, c'est un véritable driver de l'évolution. S'il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de changement, on ne peut pas évoluer. Si ce n'est pas transmis à la progéniture, bon, ça arrête sur vous et voilà, à nouveau, il n'y a aucune évolution possible. C'est un changement de caractère. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, les mutations ne sont pas sélectionnées directement. Il n'y a pas de moyen de dire quelle est meilleure, quelle est pire. Ma séquence d'ADN est différente des vôtres et ça ne veut rien dire du tout. Par contre, cette mutation est associée avec des effets sur les caractères. Les caractères peuvent être très différents. C'est la hauteur, le poids, la composition chimique du sang, des capacités de course, la couleur des cheveux. Tout ce qui est des caractères tangibles, physiques, qui peuvent éventuellement avoir un effet sur vos chances de survie et sur votre succès évolutionnaire. Donc c'est à ce niveau que la sélection se passe et l'évolution va évoluer, les mutations. Donc comment on passe des mutations vers les caractères? Là, il faut évoquer le point tournant de notre science, c'est la théorie fondamentale de la biologie moléculaire. Donc, elle a été formulée il y a plus d'un demi-siècle grâce à des travaux, premièrement de Watson et Crick, mais pas que. Et là, il faut comprendre que l'ADN, c'est notre stockage d'informations génétiques et il ne fait rien directement. Donc, il n'a pas d'action, il ne peut pas agir directement. C'est que l'information. Pour saisir cette information, il faut utiliser cet enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase, qui fait la réaction qu'on appelle la transcription. Donc, l'ARN polymérase reconnaît certaines parties de l'ADN et en fait une copie. Cette copie s'appelle l'ARN. Donc, un certain type d'ARN, qu'on appelle l'ARN messager, permet d'encoder des protéines. Et pour lire ce message, il faut une autre machine qui s'appelle le ribosome. Le ribosome reconnaît l'ARN et produit les protéines selon cette matrice. Et les protéines, c'est vraiment ça qui va faire des petites fonctions moléculaires. Ces fonctions vont s'additionner pour donner des grandes fonctions, des structures. Donc tout ce qui est caractère, c'est la somme du travail des protéines et de quelques ARN aussi. Voilà. Donc c'est par ce biais, les mutations se transforment en changement de caractère. Et finalement, pour que ça soit une évolution, il ne suffit pas que, par exemple, Obélix arrive une fois dans les populations des Gaulois. Ça, ce n'est pas encore une évolution.
un changement doit se produire au niveau de la population. Et là, si ce variant devient comment, s'il se répand dans la population, là, on est en présence d'un phénomène évolutionnaire. Et ça peut aller jusqu'à l'extrême, où il n'y a que des obélix qui restent. Et cette situation, on appelle la fixation. Donc là, l'évolution a fait un tour complet. La norme a changé à jamais. Comment peut-on étudier l'évolution? Donc, chaque étape de ce schéma est étudiée par une branche des sciences biologiques. La première étape, au niveau de l'ADN, c'est la génétique classique et la génétique moléculaire et la génomique. Tout ce qui passe au niveau de l'expression des gènes est étudié par la biologie moléculaire, la biologie structurale, biochimie, physiologie. S'il s'agit des caractères comportementaux, c'est l'éthologie, etc. Et finalement, au niveau de la population, nous avons les méthodes de la génétique des populations, de la phylogénétique, qui comprend toute la diversité du vivant, et finalement l'évolution expérimentale. Donc là, on est tout de suite perturbé. Comment ça expérimental, n'est-ce pas? Évolution, c'est une théorie, c'est une façon de penser, un certain cadre dans lequel on essaie de caser des observations et pas vraiment une science expérimentale. Pour montrer que ce n'est pas vraiment le cas, on va tout de suite faire une petite expérience d'évolution. Donc je vais le faire avec notre modèle préféré, le plus utilisé au monde, c'est Escherichia coli. C'est une petite bâtonnette qui habite dans notre intestin et qui est vraiment nécessaire pour notre santé. Cette bactérie est très bien étudiée, c'est pour ça qu'on l'utilise pour toutes sortes d'expériences, y compris dans notre laboratoire. Donc là, ce que je vais faire, c'est assez simple. La même chose que les deux doctorants qui sont présents là aujourd'hui et font ça chaque jour. On met la blouse. Normalement, je suis censé travailler en conditions stériles et toutes ces expériences se font en conditions stériles parce que sinon, vous avez un gros risque de contamination et toute l'expérience part en déchets. Donc, on met les gants, bien évidemment. Et ce qu'il me faut au suivant, c'est les bactéries sur lesquelles je vais travailler. Donc là, vous voyez une boîte pétrie. Sous la boîte, il y a des colonies. Vous voyez pas parce qu'elles sont très petites. Donc ce sont des bactéries de la souche delta YBY. Je vais vous expliquer ce que c'est comme souche. En fait, c'est une souche très, très malade. Et on aime l'étudier pour ça. Elle est malade parce qu'elle est déficiente dans la synthèse des protéines. Donc pourquoi? Donc nous revenons à nouveau à la théorie fondamentale. Et vous voyez qu'il nous faut bien deux machines pour exprimer les gènes, dont le ribosome qui fait les protéines. Donc, beaucoup d'organismes, beaucoup de bactéries, y compris Escherichia coli, ont cette protéine YBY qui est nécessaire pour assembler les ribosomes. Voilà, c'est une fonction vraiment importante. Quand YBY est là, le ribosome s'assemble correctement, elle est très active, elle produit beaucoup de protéines, et cela permet aux organismes de croître et de se multiplier. Tout se passe très bien. Sauf que dans la souche que nous allons utiliser, il n'y a pas de YBY. Nous l'avons enlevé. Et du coup, le ribosome ne se forme pas bien, il n'est pas actif, il ne fait pas les protéines, ce qui freine la croissance. C'est pour ça que les colonies que vous ne voyez pas, elles sont vraiment trop petites. Donc ce que je vais faire moi, je vais inoculer ces bactéries dans du milieu. Donc nous allons utiliser un milieu riche. On prend une pipette comme ça. Un flocon.
Ça, c'est du milieu adapté pour la croissance des bactéries. Elles sont vraiment très contentes dans ce milieu, il s'appelle LB. Hop. Je fais 10 ml seulement, ça va suffire largement. Après, je prends un cône et je pique une colonie, seulement une. Je la jette dans le flocon et je le ferme. Voilà. Aussi simple que ça, c'est ce que les scientifiques font tous les jours, routinement. Donc, comme il s'agit d'une expérience scientifique, je dois la répliquer. Donc, forcément, je vais faire la même chose plusieurs fois. J'utilise d'autres colonies que j'inocule en parallèle. Ils sont génétiquement identiques et ils vont croître dans les mêmes conditions. Après, pour faire le jeu plus intéressant, nous allons ajouter un point de comparaison, une autre souche. Donc, c'est la souche sauvage. Vous voyez tout de suite la différence? Je ne sais pas si ça s'affiche bien. Voilà. Donc, les colonies sont roses, hein, n'est-ce pas? Parce que là, elle a son YBY, elle fait beaucoup de ribosomes. Ces ribosomes sont très actifs, ils produisent beaucoup de protéines. Donc, elle pousse bien, elle est heureuse. Donc, pareil, je vais établir encore 3 cultures. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On les dépose dans l'incubateur à 37 degrés pour 24 heures. Les conditions idéales pour Escherichia coli. Au bout de 24 heures, nous allons obtenir ça. Donc, toutes les cultures sont troubles parce que les bactéries se sont multipliées. Nous avons une grosse quantité de cellules. Et ce que nous allons faire un passage. Donc, je prends une partie de cette culture et je la remets dans du milieu frais. Donc, je vais faire autant pour tous les réplicats et ça va continuer d'un jour à l'autre, chaque jour. On fait les passages. Bon, pourquoi? Quelle est la signification magique de cette action? C'est que quand j'inocule les bactéries, elles commencent à se multiplier. Elles divisent. Une bactérie grandit, elle se divise en deux bactéries divisent en 4. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Une bactérie donne 2 donne 4, 8, 16, 32. On amuse très bien avec les maths ici. Donc ça se passe avec une vitesse incroyable pour la souche sauvage, une division toutes les 30 minutes. La souche delta YBY, elle est malade, hein, vous vous souvenez. Donc elle ne peut pas faire aussi vite. Elle le fait 2 fois plus lentement. Une division par 60 minutes. Tout est réglé dans cette expérience pour que les bactéries fassent 7 générations par jour. Avec ceci, nous arrivons à 200 générations par mois. Pour comparer, chez l'homme, une génération, c'est à peu près 25 ans. Et pour arriver à 200 générations, il faut 5000 ans. 5000 ans, un mois. Comme vous voyez, le choix du modèle n'était pas très difficile. Donc pourquoi on les fait passer toutes ces centaines de générations? Au labo, nous allons jusqu'à 1000 générations, hein, facile. Parce qu'en divisant, les bactéries accumulent les mutations. Et ces mutations, ça n'arrive pas très souvent. En fait, ça a été bien mesuré. La probabilité d'une mutation, c'est 2,5, 10 puissance moins 3 par division par bactérie.
Donc chaque bactérie a une chance moins d'1% de contracter une mutation. Mais en fait, dans chaque flacon que je vous ai montré, au bout de chaque cycle, il y a 30 milliards d'individus. Donc, c'est assez marrant de voir que dans 10 millilitres de liquide, vous pouvez avoir plus d'individus que toutes les populations humaines de la Terre. Donc, cela fait agir la loi des grands nombres et même les petites probabilités deviennent possibles. Ce qui fait qu'à la fin de chaque cycle de 24 heures, mes bactéries génèrent 250 millions de nouvelles mutations. Ça veut dire qu'ils ont essayé vraiment toutes les combinaisons, comment changer leur génome, et ça génère une grande diversité génétique dans les populations. Or, je vous ai dit, les mutations sont le driver de l'évolution. Comme maintenant les bactéries sont différentes, la sélection peut agir et sélectionner celles qui montrent une meilleure performance. Donc, on peut classer toutes les mutations en neutres, délétères, bénéfiques, selon l'effet qu'ils produisent sur les caractères de ces bactéries. Et ces caractères vont jouer sur leur niveau d'adaptation, ce qu'on appelle en bon français le fitness. C'est un concept un peu vague peut-être, mais en fait, il y a deux composantes principales dans le fitness. C'est la vitesse de reproduction et la capacité de survie. Donc ces mutations peuvent affecter de façon inégale ces deux paramètres, la vitesse de reproduction et la capacité de survie des bactéries. Et finalement, la seule chose qui compte dans l'évolution, c'est l'abondance de la progéniture. C'est le seul paramètre, en fait. Donc, ces bactéries qui ont réussi à survivre mieux et à donner plus de descendance gagneront cette course. Aussi simple que ça. Comment on peut étudier ça? C'est très facile. De temps en temps, on le fait chaque semaine ou chaque 2 semaines. Nous prélevons un échantillon de chaque culture et nous le congelons dans des tubes comme ça, des cryotubes, et on les conserve à moins 80 degrés, autant qu'on veut. On les appelle les fossiles. Ils sont très pratiques, les fossiles, parce que ce sont des fossiles vivantes et ils ont beaucoup d'usages. On peut en extraire l'ADN pour étudier les mutations qu'ils ont accumulées. On peut aussi examiner leur caractère. Ça peut être la forme, la mobilité, la croissance, la sensibilité au stress, aux antibiotiques, la synthèse protéique aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mesurer chez les bactéries. Finalement, on peut mesurer leur fitness compétitif. Donc, si on les compare avec l'ancêtre, est-ce qu'ils croient mieux? Est-ce qu'ils vont gagner cette course? Et à partir de ça, on peut conclure si et comment l'adaptation a eu lieu. Et là, on est vraiment dans un cadre strictement expérimental, parce que vous avez une cause, c'est la mutation. Vous avez la conséquence, les caractères, et le bilan, c'est le fitness de l'organisme. Tout ça, on peut étudier, tout ça, on peut manipuler activement et pas juste observer. Et un petit bonus, on a l'accès à l'option replay, donc on peut rejouer l'évolution à partir de n'importe quel moment, parce que vous sortez un point intermédiaire du congeleux, vous le remettez en culture, et vous pouvez regarder si ça va faire la même chose qu'avant. Donc ça nous permet de tester la reproductibilité de ces expériences d'évolution. Et d'habitude, ce qui est vraiment étonnant, ils sont très reproductibles. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec notre souche delta-BY qui était très malade, vous vous souvenez? Donc en seulement 200 générations, voire moins, vous voyez un grand changement. Maintenant, les colonies sont rondes, elles se divisent comme la souche sauvage, toutes les 30 minutes. Donc, elle a complètement recouvré sa santé. Et si on revient sur notre analogie d'Astérix Obélix, bon, la souche sauvage, c'est quelque chose genre Astérix qui a l'accès à sa potion magique, ce qui lui permet de résister contre la pression de sélection, en l'occurrence, c'est les romans. Donc, la deuxième souche delta-YBY, c'est le même Astérix qui n'a plus de potion, donc il n'a plus de force, et il fait une bien piètre figure,
dans ce cas. Le dernier cas, c'est quelque chose qui est plus similaire de Bélix. Il n'a plus besoin de la potion magique. Il est déjà tombé quand il était petit, donc il est devenu indépendant de ce gène. Comment c'est possible? Vous vous souvenez, le problème avec la souche delta YBY, il ne synthétisait pas assez de ribosomes. Quand on a séquencé ces bactéries, on a vu qu'une seule mutation suffisait pour recouvrer la santé. Et ça, c'était une solution reproductible. On a fait 6 populations différentes. Toutes les 6 ont trouvé cette mutation. On a refait l'expérience avec 20 populations, toujours la même chose. Il faut muter la même protéine. Cette protéine fait partie du ribosome. Et en fait, c'est la protéine sur laquelle YBY normalement agit. Et cela rend le ribosome complètement indépendant de l'action de YBY. Elle peut s'assembler toute seule sans l'aide de YBY. Et du coup, on peut croître normalement. Ce résultat est très important pour 2 raisons. Et la première, c'est que cette chose s'est passée vraiment il y a 500 millions d'années chez les champignons. Donc les champignons ont perdu cette protéine et ils ont contracté exactement la même mutation pour contrer ce défaut. Donc là, vous voyez que l'évolution expérimentale peut récapituler ce qui effectivement s'est passé dans l'évolution naturelle. L'autre point important, c'est que nous aussi, nous avons YBY. Vous pouvez me demander comment ça, nous ne sommes ni les bactéries ni les champignons. Pourquoi nous avons YBY? C'est en fait parce qu'il y a 2 milliards d'années, une cellule, l'ancêtre des cellules à noyau, a englouti une bactérie qui avait une propriété étonnante. Elle pouvait produire beaucoup d'énergie en respirant avec l'oxygène. Et cette bactérie a été domestiquée, apprivoisée. Elle est devenue l'un des symbiontes de ces cellules. Et puis, elle s'est transformée vers quelque chose qu'on appelle aujourd'hui les mitochondries. Les mitochondries sont les centrales énergétiques dans les cellules. Elles génèrent toute l'énergie. Et pour ça, il faut une respiration avec l'oxygène. Donc, YBY, il réside là, dans les mitochondries. C'est une protéine qui a été apportée par ces bactéries ancestrales. Chez nous, cette protéine est extrêmement importante. Dans mon laboratoire, nous l'avons beaucoup étudiée. On a fait des lignées cellulaires où on a enlevé cette protéine. Et là, à gauche, vous avez la souche, une lignée sauvage avec des mitochondries tout à fait normales. Donc, elles sont bien denses, avec des rayures comme ça. Ces rayures s'appellent les crêtes. C'est là que la respiration se passe. Et à droite, nous avons la lignée qui n'a pas de YBY. Donc là, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la morphologie de ces mitochondries. Ils n'ont plus de crête et ces cellules ne respirent pas. En fait, c'est parce que les mitochondries ne peuvent plus synthétiser les protéines. Et les protéines mitochondriales sont nécessaires à l'assemblage de la chaîne respiratoire et la respiration. Donc chez nous, c'est vraiment une protéine critique et on ne peut pas la perdre. Et ça doit être d'autant plus étonnant de voir que les bactéries ont réussi à le faire assez facilement et compenser pour ce défaut. Et je dois dire qu'au niveau évolutionnaire, les humains font une bien piètre figure à côté des bactéries et des champignons qui trouvent toujours des moyens à détourner les voies d'évolution et changer même quelques mécanismes fondamentaux du vivant. Donc là, pour vous rassurer, on ne fait pas l'évolution expérimentale uniquement sur les bactéries. On le fait sur un grand nombre de modèles très divers. Donc, comme ça a été mentionné, on fait pas mal de travaux sur les virus pour étudier comment les virus changent leur agressivité. Qu'est-ce qui change dans les virus? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement cibler avec nos thérapies, avec nos vaccins? C'est fait aussi sur les champignons, principalement les levures, et on peut aller jusqu'aux organismes assez complexes, les plantes, mais aussi les vers,
les drosophiles. Il y a beaucoup de travaux sur les drosophiles. On va en reparler un petit peu. On peut descendre du niveau et passer aux cellules, parce qu'on peut étudier l'évolution expérimentale au niveau des cellules cancéreuses, par exemple. Là, c'est vraiment un cas d'évolution. Il y a beaucoup de compétition entre les cellules. Ils acquièrent des mutations. Ça leur permet de survivre mieux, de devenir plus agressifs et plus évasifs par rapport aux thérapies, aux chimiothérapies notamment. Et on peut aussi augmenter l'échelle et étudier l'évolution au niveau des groupes d'organismes, des communautés, des superorganismes, quand ils vivent ensemble, voire l'un dans l'autre. Tout ça, c'est aussi très intéressant. Donc, le cas des mitochondries que j'ai évoqué, il est très étudié aujourd'hui et on essaie de modéliser ce genre de symbiose et voir comment une cellule peut commencer à être à l'intérieur d'une autre et quel avantage ça peut apporter aux deux partenaires. Je vais évoquer seulement 4 cas d'application de l'évolution expérimentale qui sont, à mon avis, les plus intéressants. Et le premier, c'est la recherche fondamentale. Le deuxième, c'est l'ingénierie d'organismes vivants, les biotechnologies. Le troisième cas est bien connu, l'antibiorésistance. Et finalement, une boîte surprise, mémoire des générations passées. Alors, dans la recherche fondamentale, il y a énormément d'études. C'est inutile de les regrouper ici sur un diapo. Je vais parler seulement d'une expérience, peut-être la plus étonnante, et celle qui a eu un surnom de l'expérience scientifique la plus longue de l'histoire. Donc, en 1988, Richard Lenski, aux États-Unis, a démarré sa fameuse expérience qui dure toujours. Il a pris une seule colonie de bactéries comme moi je viens de faire. Il les a séparées en 12 populations identiques. Et ces populations sont suivies dans le même régime comme moi je vous ai montré, par des passages successifs d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, ça fait autour de 80 000 générations. Et ça continue. Bon, il est déjà parti en retraite. Et en fait, c'est ses successeurs qui continuent de faire ce travail. Et il y a un grand nombre de publications, d'études qui sortent chaque année, qui sont basées sur cette expérience, parce qu'on l'étudie dans tous les aspects. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé d'intéressant? Déjà, il a vu que les bactéries augmentent constamment leur fitness. Et apparemment, il n'y a pas vraiment de limite. Il devient de mieux en mieux adapté à cette condition particulière. Les cellules deviennent aussi plus rondes. En fait, par rapport au départ de l'expérience, elles ont triplé leur volume déjà. Certaines populations évoluent plus vite que les autres. Elles sont devenues des mutateurs. En fait, le taux de mutation dans ces bactéries est jusqu'à 100 fois plus élevé que dans les autres populations. C'est aussi très intéressant comme phénomène. Et finalement, on a observé des innovations métaboliques et écologiques. C'est très intéressant parce qu'il y a déjà de la biologie dedans. Je vous donne seulement 2 exemples. Le premier, dans une population à 31 000 générations, on a vu l'évolution de la capacité d'utiliser le citrate. Le citrate, c'est le sel de l'acide citrique qu'on a beaucoup dans les citrons, évidemment, mais pas que. Donc, toutes nos cellules contiennent obligatoirement le citrate. Normalement, Escherichia coli ne s'est pas poussé sur le citrate en présence de l'oxygène. Mais comme on a ajouté du citrate dans les milieux, comme un chélateur, il n'était pas censé être mangé, certaines bactéries ont appris à le métaboliser. Et en fait, elles ont commencé à l'utiliser comme la source de carbone, ce qui leur a donné un grand avantage par rapport à leurs confrères qui ne poussaient que sur du glucose. Dans une autre population, on a vu l'évolution d'un échange métabolique entre les sous-populations. Donc, elle n'est plus homogène, cette population. Et il y a en fait 2 sous-populations, ce qu'on appelle les cellules rondes et les cellules petites, et se sont diversifiées par leur capacité métabolique. En fait, les grandes cellules se sont spécialisées sur la consommation du glucose. Et ils ont excrété l'acétate, le composant principal du vinaigre. En fait, quand on a trop d'acétate, il devient un peu déprimé parce qu'il n'aime pas trop ça. Mais il y a la petite souche qui aime l'acétate, justement. Donc, elle a appris à métaboliser de façon préférentielle l'acétate. Et comme ça, elle a quoi manger et elle débarrasse l'autre souche de ce petit problème.
Et là, on a vu la coexistence stable de ces deux types dans le même Erlen sur 30 000 générations, ce qui est assez étonnant. Donc le deuxième cas, c'est plus de la construction ou la reconstruction de la vie. En fait, on fait pas mal de l'ingénierie métabolique. Ça veut dire de créer des organismes synthétiques pour les utiliser après, par exemple, dans la biotechnologie. Ça peut avoir des buts multiples, de détoxifier certains milieux, par exemple. Là, dans notre laboratoire, on travaille aussi sur ça. Ou produire quelque chose, parce que souvent, les bactéries sont meilleurs producteurs que les chimistes. Et là, l'évolution expérimentale souvent intervient en aval après le design intellectuel, rationnel. Donc, on essaie de faire de l'ingénierie, mais comme le résultat n'est pas parfait, on cherche à l'améliorer pour que les bactéries trouvent elles-mêmes la solution. Donc, on les laisse évoluer et d'habitude, ils arrivent à améliorer leur propre croissance. Là, c'est assez complexe comme schéma, mais en gros, on utilise l'évolution expérimentale pour voir quelles pourraient être les solutions pour chaque voie métabolique, comment on peut arriver à une meilleure consommation de certains composés, comment on peut améliorer la production des composés, comment on peut augmenter le fitness et la résistance de ces organismes au stress. Parce que quand vous les cultivez dans une usine, ils subissent beaucoup de stress. Et là, on veut vraiment minimiser ça pour augmenter leur capacité de survie et de production. Il y a deux cas plus intéressants peut-être, deux cas spécifiques. Il n'y a pas longtemps, on a reporté la création d'une Escherichia coli autotrophe. Donc normalement, c'est une bactérie qui dépend entièrement des sources organiques de carbone, comme le glucose, des acides aminés. Et on a décidé d'évoluer une souche qui pourrait vivre uniquement de CO2. Et pour ça, on a fait quelques ajouts. On a introduit deux types d'enzymes. C'est le format déshydrogénase et les enzymes de cycle de Calvin qui permettent la fixation des CO2 de l'atmosphère. Et cette souche, elle peut pousser uniquement sur le CO2 de l'atmosphère. Ce qui est peut-être très intéressant aujourd'hui quand nous faisons face au changement climatique qui est en grande partie dû aux surcharges de l'atmosphère avec CO2. Un cas plus fondamental, c'est l'évolution de la cellule minimale. Il y a tout un institut aux États-Unis qui bosse sur la création de la vie synthétique, disons. Donc, ils cherchent à créer des cellules minimales qui sont toujours vivantes et autonomes en réduisant leur génome. Donc là, vous avez des cellules de type mycoplasme avec seulement 493 gènes. Pour comparaison, le Escherichia coli, c'est autour de 5000 gènes. L'homme, c'est 20 000 gènes. Donc là, ça survit de façon autonome sur moins de 500 gènes. Et ce chromosome, il était synthétisé en fait dans le tube. C'est vraiment un organisme synthétique. Sauf qu'il n'est pas très heureux. Quand on enlève des gènes importants, on n'a pas beaucoup de solutions en cas de stress. Donc les cellules, déjà, elles sont très, très petites. Ce sont les plus petites cellules connues. Et ça pousse très lentement. Donc on les a évoluées pendant 2000 générations pour qu'elles trouvent une façon quelconque, naturelle, pour augmenter leur fitness. C'est ce qui s'est passé. Notamment, ils ont augmenté leur taille et ils ont commencé à diviser beaucoup plus rapidement qu'avant. Le troisième cas, l'antibiorésistance, c'est aussi un problème d'évolution. Et là, je pense que je vais parler quasiment à tout le monde qui a des enfants là. Donc un jour, votre petit bébé vient et vous voyez ses yeux chassieux et vous comprenez, bon, c'est la conjonctivite. Et là, il faut aller en toute urgence chez le pédiatre pour soigner ça. Le pédiatre, d'abord, il vous propose un antibiotique. Le plus souvent, c'est quelque chose de genre rifamycine. Rifamycine, c'est un truc orange. Et le lendemain, tout le monde rigole, là, tu es venu à l'école maquillé, etc. Voilà. Donc c'est ça, la rifamycine.
La rifamycine est assez efficace. Comment ça marche? En fait, la rifamycine agit sur l'ARN polymérase, la protéine qui fait la lecture de l'ADN. Et il l'inhibe. Donc l'ARN polymérase ne marche plus, et du coup, il n'y a plus de croissance de bactéries. Tout va très bien, l'infection est soignée, sauf que dans 2-3 semaines, la même chose. C'est à nouveau la conjonctivite. Vous retournez chez votre pédiatre, et si c'est un bon pédiatre, moi j'ai de la chance, j'ai une très bonne pédiatre, il ne vous jamais prescrira la même chose. Parce que il est très probable que cette nouvelle infection n'est pas une réinfection, mais une vieille infection qui n'a pas été entièrement soignée. Et les bactéries qui sont là, qui causent ça, sont résistantes à la rifamycine. Pourquoi elles sont résistantes? Bon, la résistance à la rifamycine, elle est très bien étudiée. Il n'y a qu'un seul gène qui est affecté, c'est au niveau de l'ARN polymérase. La succinité bêta, le plus souvent, change. Et là, elle change de façon que la rifamycine n'arrive plus à se lier à l'ARN polymérase. Il n'agit plus. L'ARN polymérase reste active et la croissance des bactéries résume. Voilà, c'est un grand problème. Ce n'est pas que le problème de conjonctivite, parce que la rifamycine et des antibiotiques similaires sont utilisés contre Mycobacterium tuberculosis. Ils sont assez efficaces normalement. Et je vous montre les résultats d'une étude récente qui montre en fait que la résistance à ce genre d'antibiotiques, elle peut évoluer aussi. Et on peut l'observer dans le laboratoire. Donc là, la concentration de rifamycine augmente chaque 5 semaines à peu près. Et nous voyons l'apparition en même temps des mutations dans le gène RPOB qui code pour la succinité bêta de l'ARN polymérase et de la survie de ces bactéries en concentration d'antibiotiques qui sont normalement létales. Voilà, donc c'est une expérience classique quand au labo, vous pouvez évoluer une souche résistante à l'antibiotique. Aujourd'hui, ce genre d'expériences sont quasi obligatoires. Si vous voulez créer un nouvel antibiotique, un autre antimicrobien, ça vaut le coup de tester avec une expérience d'évolution si c'est facile d'évoluer une résistance comme ça. Souvent, c'est le cas. On teste bien sûr en combinaison, parce que les combinaisons, ça complique la tâche, et on regarde à partir de quel moment on risque d'obtenir une résistance et par quel moyen, par quel mécanisme cette résistance va se produire. Si on est au courant de ça, on peut peut-être arriver à des antibiotiques plus efficaces qui sont moins difficiles de contourner. Et le quatrième cas, pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agisse seulement des expériences sur les micro-organismes, on a fait pas mal de travaux sur les mouches drosophiles. Donc là, le développement de ces animaux est un peu différent par rapport à nous. Donc d'abord, vous avez un œuf qui pousse. C'est une larve qui sort de l'œuf. Elle fait 2 mues, puis elle forme une pupe. Et de la pupe, après avoir subi une métamorphose complète, sort une mouche. Donc là, ce qu'on a fait, il y a plusieurs expériences qui ont été faites, mais ce cas, il est vraiment très intéressant. On décidait de voir quel serait l'effet à long terme de régime nutritionnel différentiel pour les larves. Donc dans le premier groupe, on les a nourries normalement, toutes. Dans le deuxième groupe, les larves ont été affamées. Ils ne recevaient qu'un quart de la ration habituelle. Par contre, les adultes, dans les 2 cas, ont été nourris normalement. Et par ça, on voulait voir si on va avoir des effets à long terme, quels seraient ces effets. Donc déjà, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un changement global au niveau de l'expression des gènes et du métabolisme entre ces 2 groupes. Et il y a une forte composante héréditaire qui est observée. Il y a plus de 100 mutations qui séparent les 2 lignées, après 230 générations. On a vu que les larves affamées ont appris à se développer plus rapidement. Donc elles passent à la formation des pupes
avant par rapport aux larves nourries normalement, parce qu'ils n'arrivent pas à pousser suffisamment. Donc pour continuer, il faut former la pupe avant. Ils métabolisent mieux les acides aminés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de sucre dans leur ration. Donc il faut chercher l'énergie ailleurs. Ils ont appris à manger plus les protéines et tirer l'énergie de là. Il y a aussi de gros effets au niveau des adultes. Les adultes qui sont issus des larves mal nourries, ils pèsent moins, bien évidemment. Ils sont aussi moins résistants aux infections et ils sont moins fertiles. Et ça, c'est quelque chose qui devient héréditaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière expérience qu'ils ont faite. Si on les laisse développer dans les mêmes conditions maintenant, donc on a transféré les deux groupes sur ce genre de conditions. La logique, elle était toute simple. Donc regardez, ces mouches ont évolué pendant plus de 200 générations en privation. Donc peut-être ils se sont adaptés, ils sont plus costauds et ils vont gagner en compétition contre les mouches gâtées qui mangeaient toujours bien. Le résultat était justement le contraire. Les mouches témoins, celles bien nourries, produisaient beaucoup plus d'œufs que les mouches sélectionnées qui étaient affamées. Et cela a fait pas mal de remous dans la communauté parce que ça veut dire que les effets de mauvaise nutrition infantile transcendent la durée de vie d'un individu. En fait, ils sont hérités. Et c'est passé à travers les générations. Et les générations, les descendants lointains, continuent de subir un préjudice à cause de cette histoire évolutionnaire. Donc on se pose aujourd'hui la question si ça peut être aussi le cas pour d'autres animaux, si ça peut être aussi le cas pour les humains, si on a de longues histoires de famine infantile. Voilà. Avec ceci, on retourne sur la première diapositive avec un certain nombre de clichés et peut-être on peut aujourd'hui changer notre regard sur certains d'entre eux. Donc c'est un changement graduel des formes, ça dépend, mais en gros, oui, c'est vrai. Bien que les mutations, c'est un phénomène quantique, sa propagation dans la population, ça prend du temps. Après, c'est vrai qu'on a observé pas mal de changements qui sont, sur le temps évolutionnaire, assez rapides. Par exemple, 100 générations, 200 générations, c'est très rapide, et on a vu des changements majeurs. Donc, ce n'est pas toujours aussi graduel que ça. L'évolution concerne tous les êtres vivants, oui, tout à fait. Et vous avez vu, on peut même l'étudier dans toutes sortes d'organismes, et même pas que les organismes. C'est un peu comme l'histoire naturelle de la vie sur la Terre, oui, c'est vrai, mais pas que, parce que l'évolution se passe ici et maintenant, elle continue, et on peut l'observer en temps réel, si on a des conditions adaptées. C'est quand une espèce se transforme dans une autre, c'est pas vraiment ça. Bon, souvent, les deux espèces continuent de coexister, c'est plus un embranchement qui est créé dans l'évolution, et il n'est pas sûr que l'ancêtre va s'étendre. Mais souvent, on observe quelque chose de ce genre, effectivement. C'est une complexification graduelle de l'organisation. Là, en général, c'est carrément pas vrai, parce que la complexité en soi n'est pas le gage du succès. Comme je vous ai dit, le seul critère de succès évolutionnaire, c'est la quantité de progéniture. Par quel moyen vous y arrivez, c'est votre affaire personnelle. Souvent, maintes fois, on a vu que c'est plutôt la simplification qui est la bonne solution dans cette condition particulière. Et finalement, c'est une théorie gratuite et discutable qui est basée sur des données rétrospectives et indirectes. Moi, j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous voyez déjà que c'est aussi une science expérimentale et très passionnante. Donc, on peut appréhender ces choses directement en utilisant des méthodes des sciences expérimentales. Avec ceci, j'aimerais remercier tous les participants de ces projets. Donc, nous sommes localisés ici à GMGM dans l'Institut de physiologie et de chimie biologique sur le campus central, si jamais vous avez envie de nous visiter. Ça, c'est notre équipe, Tarasov Smirnov.
Et là, je montre uniquement les gens qui travaillent directement avec moi, dont Jen Liao, qui est l'autrice de la plupart des expériences que j'ai montrées, avec YBY notamment. Elle est épaulée par Christelle. Et les deux doctorants qui sont présents ici, je suis trop content, qui travaillent sur d'autres projets d'évolution, tout aussi intéressants, sur Escherichia coli, sur le staphylocoque doré également, comme un autre modèle. Voilà, nous sommes soutenus par USIAS, l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg, et par l'ANR. Donc, certains projets que j'ai cités, notamment celles qui ont affaire à YBY, sont soutenus par l'Agence nationale de la recherche. Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci Alexandre. Maintenant, je laisse la parole à la salle après cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? N'hésitez pas. Oui, madame. Merci. Vous disiez que la malnutrition pendant l'enfance conduisait à une baisse de fertilité. Oui. Est-ce que si c'est seulement sur une génération, ça se produit aussi? Ou est-ce qu'il faut que ça soit sur plusieurs générations? C'est-à-dire les famines, par exemple, comme en Europe où il y a eu des guerres, mais maintenant il n'y en a plus, ou comme en Afrique ou d'autres endroits où les guerres durent beaucoup plus longtemps et qu'il y a plusieurs générations. Justement, oui, merci, très bien. Donc déjà, une première chose, ça c'est fait sur les mouches et normalement, on ne devrait pas sortir de ces limites d'interprétation. Voilà. Donc chez les mouches, ça a été fait sur plusieurs générations et on voit que cet effet est durable. Donc on enchaîne les générations en changeant les conditions et on a toujours cet écart de fertilité entre les mouches bien nourries et les mouches anciennement mal nourries. Alors, une autre question. Avec plaisir, merci beaucoup. Pour moi, votre conférence sur l'évolution est une véritable révolution, parce que je pensais, peut-être instinctivement ou déduit de mon passé, de mes expériences, que quand une souche vivante, par exemple en culture, avait des conditions difficiles, elle savait justement s'adapter, et au contraire, elle arrivait à survivre dans des conditions plus difficiles. Et donc, il y avait une espèce de spécialisation, de même que la girafe, avec son long cou, pouvait prendre la nourriture dans des arbres très élevés. Je pensais que évolution, c'était révolution dans la vitesse d'adaptation de l'espèce. Alors bon, c'est une première question qui amène sans doute une réflexion pertinente, mais un autre problème aussi, c'est qu'en est-il de l'adaptation de l'homme dans le contexte écologique défavorable en matière d'évolution, éventuellement de révolution? Très bien, merci beaucoup. Donc la première question, elle est beaucoup étudiée, surtout dans l'évolution expérimentale des microbes, parce qu'effectivement, on a observé quand la condition est trop brutale, mais pas létale, ou un défaut est trop important, ça augmente la rapidité d'adaptation. C'est justement ça, une grosse corrélation, elle est là, et on l'a observé aussi. Ça ne marche pas à 100%, mais c'est d'habitude comme ça. Il y a beaucoup de théories là-dessus, pourquoi c'est comme ça. L'une des théories, c'est la disponibilité de solutions, et souvent on dit que quand la condition par rapport à l'optimal est vraiment très mauvaise, on a beaucoup de façons d'améliorer son bien-être. Et ces populations finissent par trouver les solutions. Par contre, quand elles sont déjà bien adaptées, c'est difficile d'aller au-delà. Et là, on touche à un certain plateau d'adaptation où on peut améliorer, mais juste un petit peu. Il n'y a pas vraiment de grand saut. Par rapport aux humains. Donc là, quelle était la question à nouveau? Logique. Oui. Ah oui. Problème oui. de
l'évolution de l'homme, comment l'homme va-t-il pouvoir évoluer favorablement, bien sûr, pour s'adapter aux conditions climatiques. On voit ça aux États-Unis, un pays tellement développé, avec des maisons complètement détruites. C'est terrible. En Géorgie ou jusqu'en Floride, ils sont dépassés par les événements aussi, pour une fois. Eux qui veulent toujours montrer Oui. l'exemple. Ça m'a fait penser à deux choses. Une chose, d'habitude, quand on fait l'évolution expérimentale, les populations finissent par s'adapter, mais pas toujours. Il y a une condition spéciale où ça n'arrive pas, c'est quand on remonte tout le temps la concentration de l'antibiotique, par exemple. À un certain moment, c'est tellement beaucoup qu'il n'arrive plus et la population meurt. Donc la question de la vitesse d'adaptation, elle est vraiment très importante. Chez l'homme, biologiquement, la vitesse d'adaptation ne peut pas être grande. Vous vous souvenez, 200 générations, 5000 ans. On n'a pas ce temps-là. L'homme s'adapte beaucoup plus grâce à son cerveau, grâce à des activités qui ont très peu de biologique d'ailleurs. C'est vraiment l'intelligence qui est en jeu. Donc on peut changer notre comportement et par cette façon, l'adaptation devient possible dans le temps imparti. Attendez les mutations pour réussir à vivre à quelque chose de plus chaud que d'habitude, pas de chance. D'autres interventions? Oui. Oui, c'est un peu dans la suite de la question précédente. Moi, j'ai entendu ce que vous disiez sur la fixation du CO2 dans l'atmosphère par des bactéries. Est-ce que vous pouvez développer ça un tout petit peu? Je n'ai pas très bien compris. Oui. Donc l'idée de cette expérience, elle était toute simple. Donc normalement, Escherichia coli, c'est une bactérie qui pousse sur du glucose ou d'autres sucres, le mieux. Il peut pousser aussi sur des peptides, mais de toute façon, il faut une source organique pour la nourrir. C'est ce qu'on appelle un organisme hétérotrophe, comme les humains d'ailleurs. Et on voulait faire quelque chose qui ressemblerait quelque chose plus genre plante, sauf qu'il n'y a pas de photosynthèse, c'est plus une façon chimique de le faire. Et pour ça, il a fallu de transformer quelque chose dans leur voie métabolique et d'insérer de nouvelles fonctions qui n'ont jamais existé dans Escherichia coli. Donc notamment, il s'agit de 4 enzymes, si je ne me trompe pas, dont le format déshydrogénase et 3 enzymes du cycle de Calvin qui permettent la fixation des CO2. Le même cycle qui agit dans les cellules des plantes. Et du coup, après l'évolution expérimentale, après quelques ajustements au niveau du métabolisme d'Escherichia coli transformé de cette façon, ils ont réussi à créer une souche qui ne dépendait plus des sucres ajoutés ou des peptides ajoutés et prélevait tout le carbone à partir de l'atmosphère. Après, si on a eu les suites, surtout des suites biotechnologiques de ça, je ne saurais pas vous dire, je ne les ai pas vues. D'autres encore? Personne? Non? Bien. Ben écoutez, on va conclure là-dessus. Merci encore Alexandre Smirnov pour cette belle présentation bien claire. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une conférence sur Gérard Gachet, un dessinateur contre-culture, et c'est Thérèse Villers que vous connaissez sans doute pour un grand nombre, ancienne conservatrice en chef du musée Tommy Ungerer, qui sera parmi nous. Voilà, bonne semaine d'ici là. Merci.